Aujourd'hui, Rémi, je voudrais te parler d'un sujet qui touche de plus en plus de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Tu vas encore parler d'intelligence artificielle et de chat GPT? Non, c'est quelque chose de moins fun et qui touche beaucoup les youtubeurs. L'expatriation à Dubaï. Ah non, mais presque aussi déprimant, le burn-out. Ah, Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Bon Rémi, je t'avais promis un épisode fun cette ah oui, semaine. ça va être feel good, hein. Alors c'est vrai que, tout est pas fun dans la tech. Hein, Non, tout à faut le fait. dire. Il y a aussi des sujets un peu plus dark. Et je pense qu'il est aussi de notre responsabilité quand on parle de tech, de mettre le doigt aussi là où ça fait un peu plus mal et pour relever certains travers. Et je pense que il est important de parler du sujet du burn-out pour les créateurs de contenu en particulier. Moi, je trouve les youtubeurs, mais c'est aussi dans une moindre mesure valable pour les instagrammeurs, etc. Mais il y a un vrai sujet sur les youtubeurs et voilà, je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait avant? Un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter toujours plus nombreux et de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur votre plateforme d'ailleurs de podcast favorite, même si vous n'aimez pas ce qu'on fait. Mais généralement, vous aimez. Et sachez que en plus, vous pouvez nous laisser des petits messages vocaux sur Spotify, donc ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire. Exactement. Donc voilà, si vous êtes youtubeur et que vous souhaitez témoigner lors d'un prochain épisode, vous pouvez laisser un petit message anonyme. J'avoue. Alors, Alors ouais, Greg, c'est quoi aujourd'hui, cette histoire de burn-out? Je pensais que les mecs qui faisaient de youtubeurs, c'était des gens trop cool, qui avaient une magnifique vie justement à Dubaï, entre top modèles, Ferrari, vie sur les yachts, etc. C'est en fait tout cela ne serait-ce qu'une façade. c'est pas toujours aussi simple en fait. Hein. On va parler on va parler des gros créateurs de contenu et puis surtout de ceux qui finalement produisent beaucoup et les youtubeurs parce qu'effectivement tout n'est pas aussi rose que ce qu'on peut avoir en tête parfois. Et finalement, c'est pas une vie de tout repos être youtubeur. On peut avoir cette vision très très simpliste qui est de dire, bah voilà, en fait, ils ont juste à se filer, à raconter des conneries, jouer aux jeux vidéo et faire des blagues pour que finalement pour passer leur journée. Et finalement, ça serait vraiment simplifier beaucoup le tableau, puisque entre pression constante pour produire toujours plus de contenu, exigence de la plateforme, relations avec les abonnés, problèmes financiers, j'ai l'impression de faire une intro d'enquête exclusive. En gros, voilà, c'est un environnement très 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 compliqué pour certains youtubeurs, et on va expliquer aujourd'hui pourquoi dans cet épisode de podcast. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'objet du podcast cette semaine. Ce qui m'a donné envie de l'enregistrer, c'est qu'on a eu il y a quelques jours certains des plus gros youtubeurs français, McFly et Carlito, qui ont annoncé qu'ils faisaient une pause de YouTube. Donc on reviendra un peu là-dessus tout à l'heure, mais en tout cas voilà, c'est pas rien quand finalement certains des youtubeurs qui sont les plus connus et les plus successful se disent bah voilà, on va faire une pause parce que voilà, on n'en peut plus en fait, tout simplement. Ouais. Voilà, donc tout ça en fait pour dire que je souhaitais qu'on traite aujourd'hui le sujet. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le burn-out C'est toujours bien de le rappeler. Je suis pas un psychologue et un expert sur le sujet. Pour autant, on va essayer d'expliquer avec des mots simples qu'est-ce qui peut causer des situations de burn-out de manière générale, hein, et puis voir un peu à quel point ça peut être amplifié par le YouTube game. En fait, vraiment, le burn-out, c'est un épuisement, on pourrait dire ça, c'est un épuisement émotionnel, mental, physique, et finalement qui est consécutif de beaucoup de pression et de stress. C'est un peu ça le résumé. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent
qui peuvent Entrer en jeu. augmenter, accroître les risques de burn-out. C'est quand on va avoir des tâches très très répétitives, quand on va pas avoir assez de soutien et quand on va être dans des situations qui peuvent être aussi conflictuelles entre avec plusieurs personnes. Et en fait, ça s'applique parfaitement au monde du travail, mais également il peut y avoir d'autres symptômes comme la fatigue, le fait d'être irrité, anxieux, et puis être aussi enthousiaste. Autant de choses finalement qui peuvent, qui sont assez assez faciles à transposer pour des youtubeurs, hein, puisque on a beaucoup de pression pour les youtubeurs. Alors déjà, parler de tâches répétitives, produire des vidéos, les publier, les diffuser. On est dans quelque chose de très très répétitif. Il faut toujours avoir 2-3 vidéos d'avance dans son flux. On a vraiment on a beaucoup de pression aussi pour satisfaire les abonnés, puisqu'en fait on sait que sur YouTube les abonnés peuvent être très 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 virulents. C'est pas pour rien que YouTube a supprimé l'année dernière le pouce qui allait vers le bas pour finalement la santé des créateurs. Parce que finalement ça permettait de les protéger un petit peu et en fait on est quand même sur un environnement qui peut être à la fois assez harassant d'un point de vue créneau, tension, travail à réaliser, pas forcément beaucoup de reconnaissance. Et quand il y a de la reconnaissance, on connaît le truc, hein, on va avoir 100 commentaires positifs et on va avoir un négatif, et c'est le négatif qui va nous pourrir. Et ça, je pense que même les plus gros youtubeurs peuvent être avec des dizaines de milliers de commentaires à leur actif, ils peuvent être aussi touchés par des commentaires négatifs. Donc ça peut être important. Et puis il y a une pression permanente et grandissante parce que on est dans un environnement de plus en plus compétitif qui finalement ne permet pas de faire de pause, de prendre de la hauteur, et finalement on est un peu comme un hamster dans une roue, quoi. Ouais. Si en plus tu rajoutes les aspects propres à un créateur de contenu, un petit créateur de contenu qui a pas une grosse régie derrière lui, donc le fait potentiellement de travailler depuis chez lui, de pas avoir de toujours des collègues de travail, de pouvoir d'avoir une certaine forme d'isolement aussi, de pas avoir de différence entre son lieu de travail et son lieu d'habitation. Tout ça crée quand même un terreau plutôt propice à des situations de burn-out. Est-ce que toi t'as un avis toi sur la question, Rémi? Est-ce que tu trouves qu'on entend assez parler du burn-out chez les youtubeurs? Est-ce que c'est un truc très récent, non? C'était ça coulait, et pour le coup c'est étonnant parce qu'on n'en a pas d'habitude. Des États-Unis, on a des échos de choses qui vont arriver en France, mais qui ne sont pas encore arrivées. Et il me semble pas en avoir trop entendu parler. Je sais pas si tu te souviens quand on a fait l'épisode sur les avatars virtuels. Il y avait un petit peu ce sujet-là où l'idée d'avoir des avatars virtuels, c'était de pouvoir avoir des personnes derrière qui sont complètement interchangeables et pouvoir éviter la fatigue. Alors ils appelaient ça la fatigue, mais il y avait probablement du burn-out aussi derrière. Mais c'est logique. Enfin, les mecs, ils sont toujours poussés à créer plus de contenu. Et je pense que on entend parler des youtubeurs, mais je pense que pour les tiktokers, ça m'étonne que ça ne soit pas arrivé. C'est des plateformes qui demandent à chaque fois de poster toujours plus du contenu. Contrairement, je me souviens que tu avais parlé d'un un créateur que t'aimes bien sur YouTube, qui justement, voilà, exactement, qui lui avait pris une autre tangente, et apparemment ça marchait pas mal pour lui de privilégier la qualité sur la quantité, et d'avoir finalement assez peu de vidéos en publiant quand il avait le temps ou des idées, plutôt que de se dire tiens, je poste une vidéo ou 2 vidéos ou 3 vidéos par semaine pour être sûr que l'algorithme de YouTube me voit et pouvoir percer, en fait, tout simplement. Exactement. C'est un choix audacieux parce que c'est pas du tout celui que te recommanderait la plateforme, hein, qui est très très exigeante en termes de recommandations. Plus tu vas produire de vidéos, plus tu vas être vu. On l'a vu à notre petite échelle quand on a commencé à faire des vidéos sur TikTok. On s'est rendu compte que
elles étaient vraiment beaucoup vues, les vidéos. Et c'est clair que dès que j'ai arrêté d'en poster régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est tous les 2 jours, Ouais. en fait, le trafic sur toutes les vidéos s'est effondré. Donc en fait, on est sur c'est comme un animal qu'on nourrit, en fait, un réseau social, et plus on va lui donner à bouffer, plus il va avoir faim. Ouais. Et c'est une vraie boulimie, je pense, qu'on alimente en produisant toujours plus de contenu. Et moi, en fait, j'ai pas été youtubeur, mais il y a quelques années, quand on s'est connus, Rémi, je tenais des sites de contenu qui étaient vraiment très adossés aux news, en fait. Hein. C'était des sites de news. Donc c'était pas aussi puissant que les réseaux sociaux actuellement, mais c'était quand même une course à celui qui allait pousser l'information en premier. Et c'est vrai que moi je me retrouvais, alors c'était pas mon job en plus, hein, mais c'était ma passion. Côté, et en fait je me retrouvais, pour rester pertinent par rapport à mon audience grandissante, à poster toujours. Et je me rappelle des fois, je me rappelle des situations absurdes où j'étais en vacances au soleil dans un super endroit, et en fait j'avais trouvé un café internet pour relayer un communiqué de presse qui était sorti parce que c'était une annonce qui était un peu importante, mais parce que je voulais pas attendre 15 jours pour la traiter, et je voulais pas ne pas la traiter. Donc j'étais dans un cybercafé en maillot de bain en train d'écrire une news sur un truc dont tout le monde se fout, mais en fait sur le moment ça me semblait être le truc à faire. Et je peux comprendre vraiment que tu te fasses embarquer dans une sorte de cycle un peu vicieux qui consiste à toujours être au rendez-vous, à ne pas louper des échéances, à être régulier, pour ne pas qu'on t'oublie et pour ne pas finalement être victime de la concurrence qui est toujours plus forte. Oui, ça me rappelle l'histoire d'un. Alors je crois que c'est un influenceur, mais si je retrouve le mec, je le mettrai en commentaire. Et il expliquait comment, alors je sais plus, c'était en 6 mois, en 1 an, comment il avait réussi à devenir visible en fait sur YouTube. Et la technique, en fait, c'était de poster, je crois que c'était 2 vidéos par semaine complètes, de faire des extraits de ces vidéos pour faire les YouTube Shorts, hein, comme sur TikTok, et donc d'en avoir où il en postait, je crois, 2 par jour. Et donc c'est un boulot à plein temps, c'est énorme, quoi. Donc tenir sur la durée, en fait, c'est vraiment ça le truc, parce que effectivement dès que tu t'arrêtes, alors oui, tu peux faire plein de vues, tu peux du coup générer une audience. Le problème, c'est que dès que tu vas arrêter de produire, les gros youtubeurs, l'essentiel de leurs vues ne viennent pas de leurs abonnés, hein. Et donc tu peux avoir finalement beaucoup moins d'abonnés que tu as de vues si tu es bien recommandé par l'algo. Et en fait ça va se faire en fonction des mots-clés que tu utilises, de l'autorité de ta chaîne, et puis également bien entendu ta fréquence de publication. Donc c'est un bon move, mais par contre faut tenir dans la distance, parce que sinon effectivement ça peut vite s'effondrer. Ouais, c'est sûr. Donc c'est une sorte de course, une course permanente. Les algorithmes vraiment nous utilisent de cette manière-là, et c'est vrai que c'est pas très confortable quand tu cherches à produire des contenus à valeur ajoutée, d'être pris dans cette course à en faire toujours plus, parce qu'on en a pas parlé, mais tu as aussi cette surenchère de moyens, hein, et de concepts et de vidéos toujours plus folles, hein, introduites par un youtubeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle MrBeast, qui est un des plus gros youtubeurs au monde, et qui ont fait toujours plus. Et lui, on en parlait il y a quelques mois dans notre podcast, hein, et ça a été une des premières chaînes traduites en plusieurs langues, dont le français. Et du coup, ce mec-là, il est en concurrence directe avec les youtubeurs un petit peu normaux, classiques. Et ça, du coup, ça peut faire très mal, parce que ce gars-là, il a des moyens qui sont pas du tout ceux d'un Squeezie ou d'un McFly et Carlito. Donc s'il veut envoyer, il peut envoyer, et sa vidéo elle sera plus impressionnante que ce qu'on sera en mesure de produire. Donc il y a une surenchère en plus, tu vois, dans le niveau qualitatif, qui est très difficilement compatible avec le fait de maintenir une fréquence très régulière. Donc tu peux plus faire la petite vidéo à l'arrache dans ta chambre, il faut vraiment avoir un bon niveau de qualité, et puis il faut aussi avoir des moyens, et puis faire tout ça régulièrement. Et c'est pour ça qu'en fait on a vu de plus en plus de youtubeurs parler assez ouvertement de leur mal-être, de leur burn-out. Un des plus connus qui a fait ça déjà aux US, c'était Kazen Estat, qui était
un des gros youtubeurs. Lui, c'était un fou parce qu'en fait, il avait un vlog quotidien. Ah, mais ouais. Donc, en plus, voilà, au niveau réalisation, montage, enfin, c'était très, très quali ce qu'il faisait. Et il a fait ça, voilà, tous les jours pendant, je sais pas, un an et demi. Donc, voilà, c'était vite beaucoup. Et donc, il a fait une pause en 2019, pour finalement se reconcentrer un peu sur sa famille, le mental, etc. Et donc, il a levé le pied, et je crois que pendant un an et demi, il a arrêté de faire des vidéos quasiment. Ouais. Il refait des vidéos là ou pas? Ouais, il a recommencé. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, il a été il a profité de cette pause, il est parti, il a quitté New York. Ouais. Et il a été en Californie vivre parce que sa femme voulait. Il était pas heureux là-bas et tout. Il a vraiment quasiment pas fait de vidéo là-bas. Peut-être, je sais pas, sur 2 ans, il a dû en faire peut-être 5 ou 6. Ouais. Et très très espacé, vraiment, voilà. Toujours de bonne qualité, mais tu sentais que c'était plus sa priorité. Et là, il est revenu à New York et le mec, il est revenu plus belle, quoi. Il l'envoie. Donc voilà, c'était aussi intéressant de prendre une pause par rapport à ça. Puis en plus fréquemment, enfin plus proche, en France, on a l'exemple de Squeezie, qui est un des plus gros top 5 youtubeurs français. Et en 2019 aussi, il a parlé de son burn-out dans une vidéo, comment voilà, le fait de travailler sans s'arrêter pendant plusieurs années, ça a eu des impacts sur sa santé mentale. Et voilà, je pense que c'est un vrai avertissement de bien savoir s'entourer et puis d'être capable de prendre de la hauteur et de mettre le truc en pause. Mais c'est pas évident parce qu'effectivement, on est sur des modèles qui reposent sur les partenariats, qui reposent sur le nombre de vues et qui reposent beaucoup sur les partenariats. Et donc, quand il n'y a plus de nouvelles vidéos, il n'y a plus de partenariats, quoi. Donc, voilà, ça peut aussi être un frein au business assez important. Donc, quand tu n'as que ces sources de revenus, ça peut être assez critique. Pas le choix, quand même. Et puis, tu as McFly et Carlito aussi qui, du coup, ont eu une première alerte en 2021, tu vois, donc il y a pas très très longtemps. Et ils ont expliqué comment finalement la pression constante, ça les a vraiment épuisés. Ils avaient dû un peu prendre une pause pour se ressourcer. Et là, on est en 2023, donc seulement 2 ans après, rebelote, ils ont annoncé effectivement avoir besoin de faire une pause parce que finalement, ils disent voilà, une vidéo tu peux voir qui fait une heure de durée, c'est 3 semaines de boulot. Et du coup, des fois, je dois en faire chaque semaine des comme ça. Donc en fait, on est voilà. C'est pas seulement eux, toutes leurs équipes sont complètement happées par cette surenchère et finalement voilà, avec des formats de plus en plus audacieux, plus en plus longs, plus en plus coûteux, il faut les rentabiliser et finalement ça des contenus vite faits ça suffit plus, ne suffisent plus à nourrir et maintenant il faut vraiment voilà, faire des vidéos qui sont vues plus d'1 million de fois et c'est un vrai sujet d'inquiétude aujourd'hui pour les youtubeurs qui sont pris vraiment entre la surenchère, l'algorithme, les modes de rémunération qui font que ils sont un peu piégés, quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment le sujet des principaux. Et puis on en a un autre, Amixem, qui en 2020 a fait également lui aussi une vidéo sur son burn-out. Comment voilà, ça l'a épuisé et qu'il a dû faire une pause pour pas impacter son mental. On le voit vraiment. On a quand même des gens qui sont au courant des impacts mentaux et qui sont capables de faire un break. Après, j'ai pas la durée des breaks youtubeur par youtubeur, mais on se rend compte, tu vois, si on prend McFly et Carlito, que ça peut vite revenir en fait, quand tu retombes dans cette surenchère. Parce qu'en même temps, ils ont pas d'autres sources de revenus, donc c'est vrai que si ça, et encore, on parle, tu vois, des vraiment connus. Enfin, je vois Kazenista, je pense qu'il avait largement les moyens de faire une pause de peut-être 1 an, 2 ans, voire 3 ans sans travailler. Mais d'autres, tu vois, Squeezie ou McFly et Carlito, je suis pas sûr qu'ils aient les moyens financiers pour. Ils peuvent se faire une petite pause, peut-être de 6 mois, mais pas plus. Donc après, ils sont obligés de revenir et de recravacher pour continuer à gagner leur vie. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et donc j'imagine que pour les plus petits, c'est encore pire parce que ceux qui atteignent juste à peine de quoi, qui gagnent à peine de quoi vivre, dès qu'ils coupent, tous les financements se coupent aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Ouais, je crois vraiment la clé du succès, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Ouais, bien sûr. Et derrière, finalement, d'être capable de lever le pied sur le YouTube
parce que par ailleurs, moi j'ai quelques exemples, hein, des personnes qui soit vendent du service, soit vendent des outils de productivité, etc., et qui derrière en fait génèrent du revenu en dehors de YouTube. Ouais. Et YouTube est plus un support de communication que le cœur de leur business. Et donc ils peuvent faire ils peuvent faire des revenus, hein, sur YouTube, de la pub, des partenariats, mais finalement, ce n'est qu'une partie de leurs revenus. Ils écrivent des livres, ils font des formations, ils vendent des supports, et ça, finalement, ça permet de diluer la charge sur YouTube et permettre de t'arrêter pour te focaliser sur autre chose. Et je pense même en termes on en parlait, hein, c'est le côté répétitif qui peut amener à des situations de burn-out. Là, du coup, en alternant différentes activités, de la production de vidéos, de la rédaction, de la formation, de la conception, etc., tu t'enfermes moins dans un quotidien qui peut, du coup, entraîner des situations un peu compliquées. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, du coup, ça m'a fait un enchaînement assez logique sur comment on peut éviter ce burn-out. Je pense que, je suis pas, encore une fois, hein, j'ai eu la chance de pas avoir de burn-out dans ma vie, mais j'en ai côtoyé d'assez près. Et puis la parole est de plus en plus ouverte là-dessus, donc on a beaucoup de témoignages qui sont accessibles. Vraiment, je pense qu'il y a le sujet de se fixer des limites, par exemple des plages horaires, des jours où on produit pas de vidéos, et finalement de varier les activités pendant ces moments de pause. Et finalement essayer aussi d'être à l'aise avec le fait que quand on s'arrête, ça s'arrête, et c'est pas grave, c'est ok, parce que finalement c'est une course de fond et pas un 100 mètres, parce que sinon en fait on ne tiendra pas, et que il faut essayer aussi d'avoir une voie qui permette de diversifier les sources de revenus, peut-être pas au début, mais vraiment d'y penser assez rapidement, pour que si demain tu as un problème avec ta chaîne YouTube, en fait tu puisses derrière avoir d'autres relais de croissance. C'est une des raisons pour lesquelles on conseille toujours, hein, d'avoir son propre site, sa propre mailing list. Exactement. Parce que demain, si t'as quoi que ce soit avec YouTube qui te ferme ta chaîne, t'as plus rien. Donc il faut autant que possible sortir le centre névralgique de son business d'un seul réseau, parce que ça peut avoir des effets en termes de dépendance économique et de pression assez forte. Donc ça c'était un autre cas, et puis ne pas hésiter de s'entourer de personnes qui sont passées par là, et puis de prendre des conseils aussi, hein, parce que finalement on se rend compte que c'est des situations qui peuvent être très très vite partagées au niveau d'autres créateurs de contenu, et donc partager les bons mots, les fixes, et puis parce que la course au toujours plus n'est pas prête de s'arrêter, selon moi. Donc si on prend pas un temps de respiration, on sera jamais au devant de ce que permet l'algorithme. On aura toujours un ou deux trains de retard, et on aura toujours de plus en plus de compétiteurs. Donc essayer de se différencier pour faire en sorte, tel un Léo Duff, que la qualité prime sur la quantité. Et puis privilégier des formats peut-être un peu différents, qui laissent du temps à être construit, consommé, et qu'on verra pas ailleurs. Et c'est peut-être une bonne conclusion. Less is more. C'est vrai. J'ai beaucoup parlé, Rémi. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, pas tellement, que c'est un sujet intéressant. Non, c'est bien. Juste, si vous êtes créateur de contenu et que vous passez beaucoup de temps sur votre contenu, pensez à faire des pauses, quoi. Et c'est clair. Tu vois, nous mais je comprends comment tu peux être embarqué là-dedans. On l'a vu, nous, avec ce podcast, ou avec nos newsletters. C'est que quand tu t'imposes de sortir quelque chose toutes les semaines, tu te rajoutes une pression, en fait. Honnêtement, personne n'est jamais mort que notre podcast n'ait pas été diffusé. Je suis sûr qu'il y a eu des manifestations. Certainement, mais du coup, on n'était pas au bon endroit. Mais en tout cas, c'est un truc, il faut relativiser, de se dire, oui, effectivement, j'aurais bien aimé être cohérent, être régulier, mais si à un moment donné, il y aura pas mort d'homme. Encore, nous, c'est pas notre job, mais il faut savoir relativiser par rapport à ça. On sauve pas de vie, et on produit du contenu, que ce soit à titre vraiment perso ou professionnel. Faut garder ce recul et de se dire, finalement, en fait,
c'est pas très grave si ce truc-là il est moins vu que d'autres. Et puis voilà, et se focaliser sur le fait de continuer et de garder l'envie de le faire, parce que si ça devient qu'une contrainte, problème. C'est pas la peine. Ouais, c'est chaud quoi. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, sauf si on fait un burn-out d'ici là. Non, je rigole, très mauvais goût. Ça devrait, on sera là la semaine prochaine, on verra pour quel sujet, mais en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine, Rémi. Salut, ciao. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.